Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Très bien. Bonjour à tous. Alors, je vais m'exprimer 10 minutes et je vais diviser mon exposé en deux parties à peu près égales. Donc, dans la première partie, je vais vous rappeler pourquoi, au fond, la dimension psychologique de la santé est mal prise en compte en France et les impacts économiques que ça peut avoir. Et dans la deuxième partie, je contextualiserai pour vous proposer plus précisément mon analyse de la crise actuelle sur ces sujets. Alors, vous savez tous que dans la constitution de l'OMS de 1948, la santé fait l'objet d'une définition qui est une définition large, hein, puisque la santé est définie comme un état de bien-être physiologique, psychologique et social. Alors, c'est une définition qui a été beaucoup moquée, à vrai dire, et à mon avis de façon tout à fait injuste. Elle a été moquée dans la mesure où il est clair qu'il est très rare de rencontrer une personne qui connaisse simultanément un parfait état de bien-être biologique, psychologique et social. En tout cas, moi j'en connais assez peu, je suis même pas sûr que ça me soit déjà arrivé à titre personnel, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est ce que les philosophes appellent un idéal type, c'est-à-dire quelque chose vers lequel il faut tendre. C'est un objectif de politique globale, ce n'est pas un constat. Et on voit bien en ce moment que cette définition de l'OMS, elle est tout à fait pertinente. Puisque quand on prend en compte uniquement la santé biologique, on loupe un grand nombre d'aspects qui sont très importants dans la vie de nos concitoyens. On voit que quand on sombre dans une situation de pauvreté, ça a un impact sur le bien-être en général. On voit que quand les gens sont isolés chez eux, qu'ils sont malheureux, ça a un impact sur le bien-être social. Je ne dis pas du tout ça pour critiquer la politique qui est menée notamment en France et que je trouve euh, la moins mauvaise ou l'une des moins mauvaises possibles. Elle est mauvaise comme toutes les politiques que l'on est obligé de mener en ce moment. Et je pense que c'est l'une des moins mauvaises possibles. Mais je dis ça pour rappeler que cette dimension psychologique, elle est dans la constitution de l'OMS et qu'elle a été loupée. Alors pas seulement dans la crise Covid en réalité, c'est une évolution qui est une évolution de long terme et qu'à titre personnel, je fais remonter aux années 50 et à l'évolution de la philosophie. Il faut vraiment avoir ça en tête pour bien comprendre que c'est un combat. C'est un combat intellectuel. Si on veut bien faire comprendre que la psychologie et a fortiori la psychiatrie sont des domaines très importants de la santé qu'il convient de développer et que tout ce qui est trouble psychologique n'est pas secondaire et doit être pris très au sérieux, il faut comprendre précisément pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça n'est pas le cas parce que ces problèmes psychologiques et psychiatriques, c'est tout à fait la même chose, mais ces types de problèmes ont été considérablement dévalorisés par les thèses de Michel Foucault en particulier dans les années. Foucault a fait sa thèse en 1950, si je ne m'abuse, et elle a dû être publiée beaucoup plus tard, rééditée au début des années 70. Mais son idée était de dire, alors je schématise à outrance, hein, pardonnez-moi, mais qu'on avait créé les asiles pour isoler les fous, lesquels fous n'étant pas des gens malades, mais des gens que la société rejetait parce que la société ne voulait que des gens absolument conformes. Bon. Alors cette thèse est évidemment complètement absurde, mais elle a généré une déconsidération de ce champ de la psychologie, sur laquelle les comptables de l'assurance santé ont été bien contents de tomber, puisque ça leur a donné au fond une justification pour pouvoir empêcher le développement de cette spécialité médicale. Alors d'ailleurs, ce n'est pas du tout quelque chose qui est propre à la France, hein, c'est pire aux États-Unis. Hein. Je veux dire, aux États-Unis, dans les années 80, on a fermé tous les hôpitaux psychiatriques, et donc c'est un phénomène qui concerne l'ensemble des pays développés. Alors vous voyez que c'est quelque chose qu'on paye aujourd'hui, hein, puisque j'y reviendrai dans un instant et plusieurs exposés après moi préciseront ça. Mais quand on est dans une période comme la période actuelle, qui est une période extrêmement anxiogène en soi, on en paye le coût, puisque les gens qui souffrent de pathologies psychologiques ou psychiatriques, alors non seulement, bien évidemment, ça a un coût individuel important pour eux, ça a un coût en termes de bien-être, hein, comme n'importe quelle maladie. À partir du moment où on se sent moins bien, c'est une moins-value qu'il convient de corriger, mais ça a des conséquences économiques extrêmement concrètes. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez, ce qui est un chiffre d'ailleurs très spectaculaire, vous avez chaque année, si je prends simplement la population des salariés, 44% des salariés qui bénéficient d'indemnités journalières, c'est-à-dire qui ont au moins un jour de congé maladie par an, 44-45% par an. Donc c'est déjà quelque chose qui est colossal.
Cette année, on va être à nettement plus, peut-être 5 points de plus, quelque chose comme ça. Donc, vous aurez peut-être la moitié des salariés français qui auront eu un jour d'arrêt maladie cette année. Les pathologies psychologiques arrivent en deuxième position. Okay. Donc, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est secondaire, c'est quelque chose qui est très important et qui a un impact, alors à la fois un impact, je le disais, sur le bien-être, un impact sur les coûts pour la société, hein, puisque quelqu'un qui est absent, c'est un coût pour l'assurance maladie, c'est un coût pour l'entreprise. Et quand ces arrêts sont des arrêts de longue durée, ce qui arrive, vous avez en plus la problématique de réintégration dans l'entreprise. Donc, vous voyez que tout ça, on peut en faire une analyse économique. La deuxième faiblesse de la France, mais des pays développés en règle générale, mais alors là, peut-être pour le coup plus spécifiquement de la France, c'est le fait que nous avons beaucoup de mal à mener des politiques de prévention. Alors, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de mal à mener des politiques de prévention? Pour une raison qui est une raison, là, pour le coup, pas idéologique, hein, mais qui est une raison économique. C'est le fait que nous ne considérons pas, dans nos systèmes de comptabilité publique, la santé comme étant un investissement. Si vous regardez les comptes de l'assurance maladie, c'est un compte de trésorerie. C'est-à-dire qu'on regarde bêtement l'argent qui sort versus l'argent qui rentre. Et donc, comme l'objectif de politique économique, qui est un objectif qui se défend d'ailleurs, hein, c'est certainement pas moi qui vais aller à l'encontre de ça. Mais comme l'objectif de politique économique, c'est de réduire le déficit courant, c'est-à-dire de là maintenant, de l'assurance maladie, eh bien, tous les directeurs de l'assurance maladie essaient de faire une seule chose, c'est faire des économies à très, très, très court terme. C'est pas que ce sont des gens méchants, ils ne le sont pas. C'est pas que ce sont des gens bêtes, ils sont remarquablement intelligents, c'est que c'est ce qu'on leur demande, c'est ce que le système leur demande. Et je pense avoir eu des conversations avec l'ensemble des directeurs de l'assurance maladie de ces 15 dernières années qui m'ont dit toutes les théories sur l'avenir de la santé, c'est très intéressant, mais ça n'a absolument aucun intérêt pour nous. Nous, ce que l'on doit faire, c'est baisser le prix des médicaments et éviter que les gens, les offreurs de soins soient mieux rémunérés. Voilà. Alors, quant à la prévention, c'est absolument pas le sujet. Parce que la prévention, c'est quelque chose qui coûte un peu à court terme et qui rapporte à long terme, mais qui en plus rapporte de façon extrêmement diffuse dans la société. Ça ne se mesure pas forcément directement dans les comptes de l'assurance maladie. Donc vous voyez que là, on a une incitation économique extrêmement forte à ne pas du tout valoriser la prévention, raison pour laquelle, quand vous regardez les dépenses de santé en France, 95% sont des dépenses d'ordre curatif et 5% sont des dépenses de prévention. On y arrive un peu mieux sur le dépistage. Pour le coup, là, on a fait quelques progrès en matière de dépistage. Moi, je travaille beaucoup sur l'oncologie, où quand même, on avance pas mal. Mais en matière de prévention, on n'est toujours pas bon. Alors, la crise actuelle a bien évidemment des conséquences qui accentuent au fond l'impact de ces déficiences dont j'ai parlé, hein, sous-investissement en matière de médecine psychiatrique, sous-investissement en matière de prévention, parce qu'on est dans un environnement qui est extrêmement pathogène. Il est pathogène, alors bien évidemment du point de vue biologique, mais il est pathogène aussi du point de vue psychologique. Je vous donne un exemple concret sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Le télétravail. Alors moi, j'avais beaucoup poussé le télétravail. Il y a quelques années, j'avais publié un livre avec mon ami Juliette Funès qui faisait l'apologie du télétravail parce qu'on y voyait, et je crois qu'on avait tout à fait raison d'ailleurs, hein, une façon de proposer aux salariés de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée. Donc, on trouvait qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette proposition du télétravail. Alors, ce qui est très intéressant dans l'expérience grandeur nature que l'on a eue avec nos 2 confinements, c'est qu'on voit aussi les problèmes que génère le télétravail, et qui n'étaient pas forcément des problèmes bien identifiables, je dirais, quand on faisait du raisonnement un petit peu abstrait. Et l'un des problèmes que l'on voit, c'est que, d'une part, un certain nombre de gens ne veulent pas faire de télétravail parce qu'ils ne sont pas bien chez eux, parce que ça leur pèse d'être chez eux, parce que c'est trop petit, parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur conjoint. Il y a plein de raisons, mais ils veulent aller puisqu'ils veulent rencontrer des gens, parce qu'ils veulent se faire des amis, parce qu'ils veulent rencontrer un amoureux ou une amoureuse, ils veulent aller au bureau. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on n'avait pas forcément vu. Moi, je le vois en tant que chef d'entreprise. Hein. J'ai une partie de mon équipe qui me harcèle tous les jours pour revenir au bureau. Et la deuxième chose, c'est que le télétravail génère très directement des problèmes psychologiques que je qualifierais, alors je ne suis pas psychologue et encore moins psychiatre, mais de sentiments de paranoïa.
on n'a pas encore beaucoup de chiffres là-dessus, mais il est très clair que vous avez aujourd'hui au prud'homme une explosion des contentieux pour harcèlement au travail. Et alors, quand on regarde les choses de près, en fait, c'est pas du harcèlement. Il peut y avoir du harcèlement dans l'entreprise, mais heureusement, c'est quelque chose qui reste extrêmement rare. C'est pas ça. En fait, c'est le fait que les gens, chez eux, se font des films, au fond, et imaginent qu'on dit du mal d'eux dans leur dos, qu'ils vont faire l'objet d'un plan social, qui sont critiqués par leurs collègues, par leurs managers, qui ne sont pas là où ils devraient être physiquement, qui ne sont plus là où ça se passe. Et ça, c'est quelque chose, alors je vous le dis très humblement, ce qui n'est pas en plus quelque chose de naturel chez moi, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu auparavant, avant la crise, et là qui émerge de façon extrêmement saillante. Et je pense, alors mes collègues le diront, mais je pense que ça peut expliquer une partie des troubles du sommeil, de l'augmentation des troubles du sommeil et d'un certain nombre de désordres psychologiques que l'on voit aujourd'hui. Euh, ces troubles et notamment ces difficultés de motivation, l'augmentation des burn-out, des bore-out, c'est-à-dire les gens qui s'ennuient, des burn-out, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas pourquoi ils vont travailler, c'est quelque chose qui existait avant la crise, mais on peut penser que c'est quelque chose qui est en train de se cristalliser aujourd'hui. Et donc, vous voyez très clairement là où je veux en venir. Il faut que cette crise, on en tire les leçons. Parce que sinon, elle aura seulement été une catastrophe et un drame. Si on n'en tire pas les leçons, c'est nul. Déjà, cette crise, elle est catastrophique, mais si on n'en profite pas pour réfléchir, on n'aura eu que les mauvais effets de cette crise. Donc, il faut qu'on se dise, qu'est-ce qu'elle révèle? Qu'est-ce qu'elle accentue comme problème et qu'est-ce qu'elle révèle? D'une part, il faut vraiment, quand on réfléchit à nos systèmes de santé, que l'on prenne beaucoup plus en compte cette dimension euh, psychologique, éventuellement psychiatrique, que l'on va traîner en quelque sorte plusieurs années. Parce que quand vous avez une crise sanitaire et économique aussi grave que la crise qu'on traverse, crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans, crise économique la plus grave depuis 80 ans, elle génère des ondes de choc qui vont durer encore des années. Et donc cette prise en compte psychologique, ça aurait été mieux si on la prenait en compte plus tôt, mais il n'est pas trop tard. Il faut la prendre en compte maintenant parce qu'on va encore avoir des surprises ces prochaines années. Et puis, bien évidemment, elle doit nous amener à mettre en place une vraie politique de prévention en France. Une politique de santé publique de prévention qui passe par le sommeil, c'est l'objet de notre sujet aujourd'hui, dont je pourrais montrer que l'insuffisance a des coûts économiques, l'alimentation et le sport. Dans ces trois sujets, je trouve qu'on a un champ de politique publique en France qui n'est pas adressé, qui est très important et qui en plus permet de redorer le blason de la politique économique parce que ça montre de la politique publique parce que ça montre qu'on peut avoir des politiques publiques qui ont un impact extrêmement concret et positif sur la vie des gens. Voilà, je m'arrête.